Nous a donc rejoint sur ce plateau pour cette première table ronde le docteur Boukari Ouedraogo. Merci, docteur, d'être avec nous aujourd'hui, directeur des systèmes d'information en santé au ministère de la Santé du Burkina Faso. Merci d'avoir fait ce long voyage dans ce monde compliqué en ce moment pour nous rejoindre, être aujourd'hui toujours debout et toujours en action à cet observatoire de la e-santé dans les pays du Sud en 2020. Également avec nous, on a le bonheur d'avoir en duplex depuis Genève, ensuite, si nous entend bien, Eric Mounini, qui est directeur du département de la santé digitale et de l'innovation à l'OMS. Monsieur Mounini, est-ce que vous nous entendez correctement ? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez Écoutez, bien? le son est parfait, l'image est parfaite. Merci d'être avec nous en duplex depuis Genève, puisque avec les règles de l'OMS, malheureusement, vous êtes interdit de sortir du territoire suisse et vous n'avez pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Puis toujours à Genève, alors pas à côté de vous, mais quelques encablures plus loin, Annie Eskandar, qui est également avec nous ce matin. Bonjour Annie Eskandar, vous êtes coordinateur des services digitaux à l'UIT, c'est l'Union internationale des télécommunications, qui est l'agence des Nations Unies pour le développement des technologies de l'information et de la communication. Même question, Agnès Kandar, est-ce que vous nous entendez correctement ce matin, duplex depuis Genève ? Oui, je vous entends très bien. J'espère que vous m'entendez bien Écoutez, aussi. c'est extrêmement parfait comme son. Vous pouvez vous exprimer en français aussi, puisque je sais que vous avez un français remarquable après avoir passé pas mal d'années avec nous, et puis bien sûr en vivant à Genève. Merci d'être avec nous tous les trois ce matin. Et la manière peut-être d'aborder cette table ronde qui nous pose la question depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, comment ces outils numériques impactent nos stratégies sanitaires en cas d'épidémie, c'est peut-être de partir de la situation actuelle du Covid-19 avec, on l'a vu, cette explosion des outils digitaux où qu'on l'on soit dans le monde, sur des stratégies différentes, adaptées à chaque territoire. Ça, c'est une nouveauté apparemment, Agnès Kandar. Et vous regardez en permanence ce qui se passe sur la planète au niveau télécommunications et applications digitales de santé. Et vous avez été surpris de voir parfois des exemples extrêmes. Alors, par exemple, la Corée, extrêmement riche, avec une infrastructure informatique très forte. Et puis la Sierra Leone, à l'inverse, pays plus pauvre. Et pourtant, les deux, à leur manière, ont complètement adopté les outils digitaux. Expliquez-nous comment, de manière concrète. Oui, absolument. Merci beaucoup pour l'invitation, d'une part, et pour la question. Effectivement, de manière très intéressante, les pays élaborent des stratégies digitales très différentes en fonction de leurs moyens, en fonction de leur population, en fonction du diagnostic digital qui est posé. Dans les deux cas que vous avez mentionnés, la Corée et la Sierra Leone, ce sont en effet des pays qui ont une différence de maturité en termes d'infrastructures et pourtant, ils ont réussi à passer à l'échelle et à proposer des solutions. Et finalement, il faut réfléchir à l'utilisation des technologies dans la e-santé. Il faut penser aussi à l'utilisation par les usagers. En Sierra Leone, ce qui était très intéressant, ça a été l'utilisation des canaux et des supports de la téléphonie portable. Il y a utilisation aussi de services gouvernementaux. Et il s'agissait d'une initiative conjointe justement entre les opérateurs de téléphonie et les gouvernements. Et on a pu voir qu'il y avait un très bon impact. Donc même avec un téléphone portable très standard, si vous voulez, pas forcément un smartphone, il était possible pour les habitants de Sierra Leone d'envoyer un SMS en envoyant, par exemple, un relevé de température, des symptômes, des choses qui pouvaient aider au diagnostic à distance ou en tout cas une suspicion de Covid. Et par ce biais, il a été possible donc d'accéder à une large frange de la population. C'était très accessible aux usagers, c'était moins dépendant de la technologie et c'était aussi très personnalisable pour répondre aussi à différents besoins. Donc ce qu'on a vu en Sierra Leone, ils ont aussi mis en place une application qui permettait de faire soi-même un autocontrôle de ces symptômes.
Donc, les usagers étaient invités dans la langue du pays, mais aussi dans d'autres langues, à remplir des informations sur leurs symptômes. Et ils pouvaient aussi accéder à des informations sur les infrastructures disponibles, sur les infrastructures gouvernementales. Donc tout ceci s'est traduit par un très beau succès. Et on a vu des pays voisins, par exemple le Niger, qui s'est doté d'un système similaire, mais plutôt que des SMS, il envoyait des messages vocaux qui étaient dans la langue locale ou dans le dialecte, les différents dialectes locaux du Niger. Et ça nous permettait aussi de nous adresser aux populations analphabètes. Et pour moi, c'était aussi, donc, ces deux exemples sont de bons exemples qui peuvent aussi être mis à l'échelle dans des pays où les infrastructures sont encore défaillantes. De l'autre côté du spectre, on a la Corée, où, contrairement à la Sierra Leone, les infrastructures sont beaucoup plus développées. On a aussi il y a eu des applications de traçage des contacts. Et ils ont mis en place des outils plus avancés, avec des solutions qui s'appuyaient sur l'intelligence artificielle, par exemple, qui aidaient au diagnostic du Covid sur la base, donc d'une part de la symptomatologie, mais aussi la possibilité d'envoyer des radiographies, la possibilité d'envoyer d'autres données. En Corée, ils ont développé finalement tout un arsenal d'applications pour aussi avoir un bon suivi de la chaîne de transmission et des différents cas contacts. Ils se sont beaucoup appuyés sur l'intelligence artificielle, plus que dans des pays moins développés. Et donc, au final, ce que je voulais dire, c'est que les deux pays ont réussi à tirer parti de ce qu'ils avaient, de l'existant, pour essayer de toucher un maximum de la population. Et je pense que c'est le message à retenir aujourd'hui. Il faut essayer d'être prêt, d'avoir des plateformes nationales qui puissent atteindre un maximum de population, qui puissent être personnalisées en fonction de la pandémie et rapidement. Parce qu'en cas de pandémie, on manque souvent de temps. Extrêmement important ce que vous nous dites. Hein. Soyez prêts au niveau des plateformes et allez dans les deux sens, c'est-à-dire faire remonter de l'information et faire descendre de l'information auprès des populations. Extrêmement passionnant les exemples que vous donnez, Corée, Sierra Leone, deux pays complètement, j'ai envie de dire, opposés à tout point de vue, sociétaux, richesse, etc. Docteur Ouédraogo, le Burkina Faso a aussi investi depuis 2013 dans un système national de remontée de données de santé. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots, assez rapidement, ce que vous faites remonter comme données et comment vous vous y prenez pour faire remonter des données de tout le pays de la manière la plus rapide possible? Ok, merci beaucoup. Et c'est également un plaisir d'être là. Et je profite également de remercier une fois de plus la Fondation Pierre Fabre à travers sa directrice qui nous a beaucoup appuyés. Et venant à la question, il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, depuis 2013, nous avons un système de remontée des données, d'abord des données de routine. Et quand on parle de données de routine, ce sont les données qui sont collectées au niveau des formations sanitaires tous les mois, agrégées tous les mois, et qui permettent notamment d'alimenter une base de données centrale. Et depuis 2014, toutes les données des formations sanitaires de prise en charge des patients sont collectées et hébergées dans cet entrepôt de données centrales. Aujourd'hui, comment est-ce que vous utilisez cette fois-ci des données pour en faire de véritables outils de lutte sanitaire? Il n'y a pas que le Covid dans la vie, il y a d'autres pathologies, malheureusement, sur lesquelles il faut se mobiliser. Comment est-ce que vous utilisez ces données de manière très concrète? Ok, et dans l'utilisation de ces données, il y a une question fondamentale qui a été abordée notamment par le prédécesseur, que j'ai beaucoup apprécié, notamment les différentes initiatives dont il a également fait un parallélisme avec ce qui est fait au niveau du Bénin. Il faut dire qu'au Burkina aussi, avant de revenir à la question au niveau du Burkina, depuis 2014, on a également mis en place un système de remontée des données de surveillance épidémiologique. Et ça, c'était essentiellement par Internet. Les données étaient collectées par téléphone portable. On l'a fait en pilote dans un district sanitaire où j'étais le premier responsable, qui permettait notamment toutes les semaines de collecter les données et de les transmettre en temps réel pour permettre notamment d'avoir une aide à la décision beaucoup plus rapide, beaucoup plus structurée au niveau central. Et ces données qui remontaient également, ça permettait notamment, une fois que les données sont collectées puis transmises, ça permettait également aux formations sanitaires contiguës, notamment les formations sanitaires, les centres de santé qui sont proches des formations sanitaires qui remontent les données, de pouvoir savoir les formations sanitaires voisines, quelles sont les informations notamment qu'elles ont fait remonter.
À titre d'exemple, notamment si une formation sanitaire fait remonter un certain nombre de cas de méningite, de paludisme, ça permet notamment à l'autre formation sanitaire de savoir, attention, telle formation sanitaire a fait remonter ce lundi 2 cas de méningite. Il faudra qu'on intensifie notamment ce qui se passe dans notre formation sanitaire. Donc pour les 2 cas, que ce soit les données de routine, que ce soit les données de surveillance, ça permet notamment au niveau central d'avoir un tableau de bord d'aide à la décision. Pour les données de routine, il y a 2 types de manières qui permettent au niveau central et au niveau des formations sanitaires de pouvoir prendre la décision. C'est qu'au niveau central, il y a une interface qui permet notamment de suivre l'évolution de les tendances de toutes les pathologies qui sont collectées, qui sont prises en charge au niveau des formations sanitaires et qui sont remontées à l'intérieur. Également, on a mis un système qui permet notamment de mettre une interface grand public qui permet également à toute la population, à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir suivre ces données en temps réel. Sur le Covid, par exemple, ou sur d'autres épidémies, vous avez eu des exemples concrets où vous avez agi auprès des populations, ou fait des clusters, ou fait des couvre-feux grâce à la remontée de ces données? Oui. Et en dehors de ce que j'ai dit pour les données de surveillance, là, c'était avant Covid. Pour la Covid, essentiellement, il faut dire qu'on a mis il y a pas mal d'initiatives qui ont été développées. D'abord, on a mis une application, une plateforme qui permet de collecter, de gérer toutes les données de prise en charge, les données de laboratoire, les données de suivi des contacts et également les données d'alerte. Ça, c'est une plateforme qui était à part entière. Et on a encore développé une seconde plateforme, notamment cette plateforme, comme l'a si bien dit le prédécesseur, il y a une plateforme qui permet notamment d'avoir une aide au diagnostic. Ça veut dire quoi, l'aide au diagnostic, qui s'est basée essentiellement sur ce qu'on a fait antérieurement sur le MLF, notamment l'application qui a permis au Burkina d'avoir le prix l'année passée. On s'est basé sur ce concept en mettant en place un système de collecte des données par SMS avec une facturation inversée. C'est-à-dire que les gens ont la possibilité d'interroger le système par SMS avec un chatbot sans payer. Le paiement est fait complètement par le niveau central, peu importe comment vous interagissez avec le système. Et également, au niveau des points d'entrée, il y a la possibilité également à ce que chaque acteur, chaque individu au niveau du Burkina Faso, une fois l'application téléchargée, permet de monitorer un certain nombre d'indicateurs. Notamment, vous interrogez le système pour savoir est-ce que si vous avez la toux, si vous faites la fièvre, si vous avez des difficultés respiratoires, vous renseignez l'application et ça permet au niveau supérieur, au niveau du centre de réponse des urgences, de savoir, attention, il y a tel individu qui a fait remonter un certain nombre d'informations et de savoir est-ce que cette personne est un cas notamment suspect qui nécessite éventuellement une investigation. Il y a beaucoup de choses passionnantes que j'entends dans ce que vous nous dites là, docteur, puisque notre question autour de cette table ronde, c'est un petit peu la progression depuis 20 ans. C'est une large échelle, aujourd'hui dans l'échelle humaine, mais déjà une dizaine d'années, des outils digitaux de e-santé. Il y a 10 ou 15 ans, on était peut-être plus focalisé dans des outils techniques de e-santé qui allaient apporter du soin, ou en tout cas un regard, télédermatologie ou télésoin, même à distance, pour apporter du soin aux patients. On a vu les choses évoluer vers la collecte de données pour arriver, comme vous le dites, à prendre de bonnes décisions, notamment en situation de crise sanitaire, mais aussi en situation de routine. Est-ce qu'on ne va pas là vers une autre évolution où l'enjeu, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est d'informer, de former quelque part aussi la population et de faire redescendre à chaque individu la donnée qui le concerne, ou de faire remonter de chaque individu la problématique qui le concerne. Est-ce qu'on est sur cette trajectoire, à votre avis, dans la e-santé, qui est peut-être plus importante que l'accès aux soins? Oh, oui, ça c'est vraiment fondamental, parce qu'une chose est de collecter l'information à tous les niveaux. L'autre chose, est-ce que cette information qui est collectée, est-ce qu'elle sert, est-ce qu'elle est utilisée? Et également, est-ce que l'information qui est remontée au niveau infra, est-ce que l'individu qui renseigne ces informations, est-ce que la personne elle est également sûre, convaincue, persuadée que l'information qui est remontée est utilisée essentiellement que pour sa prise en charge? Est-ce qu'elle n'est pas partagée avec d'autres personnes qui ne sont pas habilitées notamment à avoir accès à ces informations? Donc tous ces paramètres sont véritablement importants à prendre en compte. Et comme ce que vous avez véritablement dit, dans notre système, c'est fait de telle sorte que l'information qui est collectée, nous soyons sûrs que l'information qui est collectée, elle est véritablement utilisée pour les besoins de la cause. Et également, l'information qui est collectée, on est sûr que l'individu qui donne son information est sûr que de manière éthique, l'information ne sera pas utilisée à d'autres fins
dont notamment il n'a pas donné son quitus pour que cette information puisse être utilisée. Et cette éthique que vous apportez, elle est d'autant plus importante que j'ai le sentiment que finalement cette troisième étape, peut-être de la e-santé, c'est le retour du malade dans cette histoire-là. Et que sans le malade, on ne peut pas faire grand-chose parce que le malade, là, vous donne de l'information qui permet de prendre des bonnes décisions. Donc il accepte il est proactif, il vous envoie de l'information. Et ce malade, il est aussi en demande d'outils d'information, de check-in, de vérification de sa santé ou de bonnes précautions à prendre. On n'avait pas peut-être cette vision auparavant des patients. Oui, ça c'est vrai. Il faut dire que par rapport à cette problématique, le Burkina Faso, je pense qu'on a eu la chance. On a eu la chance parce que jusqu'au très haut niveau, quand je parle très haut niveau, c'est jusqu'au niveau de la présidence, ils ont eu cette vision notamment de mettre à la disposition du ministère en charge de l'économie numérique, qui n'est pas forcément, il n'est pas seulement le ministère de la Santé, de mettre à la disposition du ministère de la Santé, du ministère en charge de l'économie numérique, une infrastructure physique qui permet notamment de convaincre et également de rassurer l'utilisateur que son information, notamment, sera utilisée dans les besoins de sa prise en charge. Donc vous avez un data qui est chez vous au Burkina, voilà, qui n'est pas ailleurs chez Azure ou je ne sais où. Non, il y a un G-Cloud qui a été mis en place qui permet notamment de gérer toutes les informations sanitaires. Et pour aller encore plus loin, il faut dire que dans la législation burkinabé, on a, pour ce qui concerne l'information sanitaire, il y a deux paliers. Il y a le palier national où la CIL, qui est l'instance suprême, dans sa réglementation, notamment, n'autorise pas l'utilisation de l'information sanitaire sans notamment l'autorisation du patient. Ça, c'est le premier aspect. Et le nouveau code de santé publique au niveau du Burkina Faso nous instruit systématiquement que toutes les données à caractère individuel doivent être hébergées au Burkina. Ça veut dire qu'il faut avoir l'infrastructure physique. Et fort heureusement, l'État a mis tout en œuvre que cette infrastructure physique puisse exister pour permettre notamment de sécuriser les données et de nous rassurer que l'information est hébergée localement. Dont acte. Derrick Mounini, pour vous qui nous écoutez depuis Genève, vous êtes originaire de Zambie, vous avez un long passé professionnel d'observation et de lutte contre les pandémies, vous avez une connaissance fine également de l'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de ces outils digitaux, on va dire depuis 5 ans, 10 ans, contre les pandémies? Est-ce que c'est une révolution? Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie les orateurs précédents qui ont déjà posé la base de la conversation et qui ont bien décrit comment on peut construire un système de santé sûr. Les exemples qui ont été donnés par M. Eskandar dans ces deux pays spécifiques étaient aussi tout à fait éclairants. Dans mon travail à l'OMS, c'est vrai que j'ai pu voir les modifications en termes d'outils digitaux, numériques, dans mon pays natal, donc la Zambie. Et sur les 20 dernières années, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de progrès, beaucoup d'évolutions dans ce domaine, dans le domaine de la e-santé. Avant, on parlait de télésanté, de téléhealth. Maintenant, on parle plus de e-health. Dans mon pays, donc en Zambie, nous avons assez précocement reconnu l'importance de services de santé centrés sur le patient, centrés sur le malade, donc de mettre le patient au centre, pour l'encourager aussi à être plus proactif dans sa santé. Et nous avons pris un certain nombre de mesures assez audacieuses pour devenir tout digital, tout numérique. Nous avons proposé un certain nombre de services de santé et en Zambie, l'objectif, comme je vous disais, était assez ambitieux. On a voulu s'assurer déjà que la sécurité de la vie privée était garantie, la protection des données et bien entendu, on ne peut pas avoir de bons résultats sur des données recueillies si on n'est pas sûr de la qualité de ces données. Et ça, bien sûr, ça dépend justement du niveau de confiance de l'usager vis-à-vis du système.
Et l'orateur précédent en parlait aussi très bien. Dans mon pays, nous avons construit un système qui était essentiellement basé sur des smart cards, sur des cartes SD. Et en se servant de cette technologie, déjà il y a 20 ans de ça, on a pu prendre une certaine avance. C'était une approche très innovante pour l'époque. Et dès le départ, donc il y a 20 ans de ça, on s'est vraiment concentré sur la collecte de données. Alors aujourd'hui, la question centrale, c'est plus les standards de communication, l'interopérabilité des plateformes. Mais au départ, nous nous sommes concentrés sur la collecte des données. Et les enseignements principaux que nous avons tirés de ces 20 ans d'expérience, c'est justement de choisir la bonne technologie au départ. Et ces smart cards que nous avons utilisés dès le départ ont, je pense, été une des clés du succès. Ça a permis aux patients, les patients se sont rendus compte que leurs données donc restaient sur ces cartes mémoire, si vous voulez, et c'était à eux donc de les amener aux différents points de santé. Ça les a rassurés sur le fait que les données étaient stockées localement sur une carte mémoire qui demeurait leur propriété. Ça a été la solution de base que nous avons utilisée. Je pense que ça a bien aidé dans mon pays. Autre exemple, quand on a donc un patient qui a donc sa carte mémoire, il va à la pharmacie pour se faire délivrer des médicaments et les médicaments délivrés sont également consignés sur la carte mémoire. On avait aussi la possibilité de pallier des éventuels problèmes techniques, c'est-à-dire que le fait de posséder une carte mémoire permettait aussi la délivrance du médicament même si l'ordinateur était en panne. Et là aussi, ça a aidé à avoir confiance en ce système. Donc, un certain nombre d'initiatives, mais une fois de plus, mettre le patient au centre et bien expliquer au patient ce qu'on fait, responsabiliser le patient pour faire en sorte que, justement, il devienne un acteur à part entière de ces solutions. Il y a bien sûr beaucoup d'autres exemples que je pourrais vous citer, mais je pense que la clé ici, c'est de se dire que le patient est vraiment le maillon crucial. Et quand on a un mécanisme qui responsabilise le patient, je pense qu'il y a, une fois de plus, une meilleure prise de conscience. Et à ce moment-là, le système s'appuie sur des données de qualité. Et aussi, on peut mettre en œuvre des politiques sanitaires qui impliquent davantage les usagers. Donc, comme je vous le disais, en Zambie, on a commencé par la collecte des données et aujourd'hui, nous sommes quand même relativement avancés. Ce que nous avions promis aux patients, nous avons pu le fournir. Maintenant, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est plus des actions d'interconnectivité, d'interopérabilité. On essaie d'éviter que les données soient stockées dans des silos. Et on veut utiliser maintenant les données pour de l'analyse prédictive. Ça, c'est des choses qui seront possibles grâce aux technologies. Mais on ne pourrait pas envisager de tels progrès aujourd'hui si les données n'étaient pas de bonne qualité à la base. Et on voit de plus en plus aussi de patients qui bénéficient à la fois de conseils de professionnels de santé, mais aussi basés sur des chatbots qui ont été correctement informés par la qualité des données. Excusez-moi, Derrick Mounier, c'est fondamental ce que vous êtes en train de dire, c'est extrêmement important. Ou comment, nous qui essayons de prendre du recul dans cette table ronde, on voit cette évolution de la télémédecine que vous avez dit tout à l'heure vers la télésanté, peut-être moins technique, certainement plus en collecte de données puisqu'on voit que c'est l'enjeu, et en individualisation de la donnée, et avec cette nouvelle étape que vous nous décrivez déjà, qui est l'intelligence artificielle pour individualiser encore plus la donnée et apporter, pourquoi pas, demain, le soin particulier à chaque patient. Deux questions que je souhaite vous poser, s'il vous plaît. La première, est-ce que l'on est sur une révolution technologique là-dedans? Est-ce que le point de rupture est un point de rupture technologique? Ou alors, c'est un peu le sens de ma seconde question, est-ce que l'on n'est pas sur une révolution
sociétale. Vous nous parlez de systèmes centrés autour du patient, d'une autre prise en compte d'un patient qui est proactif, qui participe à son traitement et qui est conscient de la technique. Voilà où se situe cette première révolution, d'après vous. Et en corollaire de cette question, pourquoi ce sentiment que dans beaucoup de pays du Sud ou asiatiques, les choses vont plus vite que dans nos pays européens? Est-ce que c'est un faux sentiment ou est-ce que culturellement, notre logiciel a encore du mal à s'adapter? Alors, des points de réflexion très intéressants, de très bonnes questions, je dois dire. Au fil des ans, nous avons vu un certain nombre d'évolutions, voire de révolutions, presque aussi importantes que la révolution industrielle d'un point de vue sanitaire. Et les secteurs comme la santé, je pense, ne sont pas restés de côté. Ils ont aussi été pris dans cette révolution technologique. Néanmoins, comme vous le disiez bien, la révolution technologique, elle est là, mais il y a aussi besoin de la révolution sociétale. Il faut effectivement cette approbation, cette adoption. Alors, l'évolution de la technologie, c'est une chose, elle a lieu, elle aura lieu, mais ce qui est critique pour nous, ce qui est vraiment très important, c'est que les sociétés dans lesquelles ces technologies sont appliquées puissent être adaptées aux évolutions sociétales. Et par exemple, ceci dépend aussi du niveau de connaissance et de familiarité avec les technologies. On a dans beaucoup de pays, des gens qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, qui ne savent pas se servir de ces outils. Et par conséquent, ils sont laissés de côté de cette révolution technologique. Et donc, je pense que l'évolution sociétale, ou la révolution sociétale, c'est de ne laisser personne de côté, de s'assurer qu'on ait des solutions qui soient à la fois en ligne, mais aussi hors ligne. Et pour permettre, du coup, un meilleur déploiement, en particulier dans le domaine de la santé. Et effectivement, le défi social, c'est justement la possibilité pour tous de savoir se servir de ces outils. Donc c'est une des zones de priorité dans notre pays. Et il faut voir quelles seront les modalités qui permettront de transformer en profondeur nos sociétés. Nous avons, à l'UIT, publié un certain nombre de normes et de trousses à outils qui permettent notamment l'accès au plus grand nombre à ces technologies. Et cette trousse à outils contient un certain nombre de mesures avec des différents piliers. Et les piliers qui sont recommandés, c'est la mise en place de mesures pour que la société dans son ensemble bénéficie de cette révolution technologique. Et effectivement, pour revenir sur votre question, la question d'un patient qui serait plus proactif, jusqu'à présent, le patient était réactif et les gouvernements aussi. Nous réagissions à des épidémies, nous réagissions à des signaux. Nous voulons aller vers plus de proactivité. Il y a de plus en plus de programmes. Les patients sont de plus en mesure d'interagir sur des plateformes numériques. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette transition que l'on souhaite. Donc, une fois de plus, ne laisser personne de côté, faire en sorte de renforcer les compétences de l'ensemble des citoyens, et puis ensuite sensibiliser aux possibilités qu'offre la e-santé, à la fois à court terme, mais aussi à long terme. Et je pense que aujourd'hui, tous les jours, que ce soit dans les pays du Sud ou dans les pays du Nord, nous voyons de plus en plus de solutions, mais des solutions qui sont de plus en plus virtuelles. Et donc, pour ce qui est de la différence entre Nord et Sud, de l'adoption des solutions,
Il est vrai qu'aujourd'hui, dans les pays du Sud, nous avons un certain nombre de systèmes qui sont déployés. Et comme le disait le collègue du Burkina Faso, dans les pays du Sud, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'importance de l'interopérabilité. Je pense que ça, c'est vraiment le problème clé des pays du Sud. Raison pour laquelle l'UIT notamment met vraiment l'accent sur l'interopérabilité, les normes d'opérabilité, les normes de compatibilité. Et je pense que dans les pays du Sud, on n'est pas encore à ce niveau de parfaite interopérabilité. C'est une demande qui est faite au ministère. On a besoin d'accréditation. Dans le Nord, par contre, les systèmes sont plus matures et la discussion centrale, c'est plus la protection des données. Et je pense que c'est une évolution naturelle. Les deux pays finiront par converger. Merci Derrick Mounet pour cette réponse extrêmement précise et qui marque bien aussi l'avenir qui est en face de nous. Je me tourne de nouveau via la caméra vers Agnès Eskandar qui est à Genève également. Très rapidement, Agnès Eskandar, est-ce que vous partagez un petit peu ce sentiment qui semble se dégager que l'enjeu de la e-santé, encore plus demain qu'aujourd'hui, c'est la collecte de la donnée et derrière l'enjeu de l'intelligence artificielle pour analyser cette donnée. Est-ce que pour vous, c'est vraiment la pente que l'on est en train de prendre? Oui, merci encore. Je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit par l'orateur précédent, notamment sur tout ce qui est système d'information, interopérabilité, etc. On rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise ces outils, comment est-ce que l'on prend les décisions qui sont les bonnes. Mais je pense que ce qui en ressort suite à la crise du Covid, c'est-à-dire nous devons avoir un service qui soit plus centré sur le patient, mais également tout ce qui est télémédecine, téléconsultation. Lorsque nous avons commencé à travailler avec de la télémédecine, à la base, on nommait ça la e-santé, avant même de l'appeler la téléconsultation. C'était au début des années 90, mais tout était très cher, l'équipement était assez cher, il fallait une certaine expertise. Et donc, il a fallu vraiment peut-être travailler sur l'interopérabilité et la connexion. Et on voit un retour par rapport à la télémédecine. Et donc, il faut aujourd'hui fournir aux utilisateurs finaux des services de qualité. Également, donner un meilleur accès aux services de santé qualitatifs. Mais je pense qu'on risque d'avoir un amalgame entre ces différentes technologies. Ce sont des technologies qui sont différentes. Et bien évidemment, ces technologies sont rentrées dans notre quotidien, mais également sont à la base faites pour justement les populations éloignées. Et je pense qu'il y a un besoin plus pressant de considérer la télémédecine d'une façon un peu différente, le voir d'un angle un peu différent. Quelles sont les bonnes technologies? Comment est-ce qu'on utilise les données? Comment est-ce que l'on arrive à justement coordonner tout ceci? Et ces présentations, les présentations que nous avons eues sont très intéressantes. Pourquoi? Parce que l'utilisation des chatbots et les réseaux sociaux, je pense que dans le futur très proche, il va falloir intégrer les réseaux sociaux, les chatbots, les gens savent utiliser. Et en plus, si vous rajoutez cette couche d'intelligence artificielle, on arrive à des services très intéressants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chatbots sont essentiellement utilisés pour donner des conseils, des informations, et sont utilisés de façon en quelque sorte superficielle. C'est juste une première interaction entre les consommateurs et les entreprises. Je pense que dans le domaine de la médecine, on peut vraiment avoir ce que j'appellerais une nouvelle approche, une nouvelle façon de communiquer avec les chatbots. Ça fonctionne très bien et on l'a vu. Agnès Eskandar. The new potential and new opportunity.
Donc c'est une nouvelle dimension, une nouvelle opportunité. Comment est-ce que l'on peut utiliser toutes ces technologies qui sont déjà disponibles pour tous et peut-être justement l'appliquer dans le domaine de la santé. Autre chose qui a été mentionnée lorsque l'on regarde les tendances, les évolutions technologiques, ce que l'on remarque, c'est que le push ne vient pas ce que j'appellerais des fournisseurs de ces technologies. Ce sont des besoins qui émergent de la part des patients, des consommateurs. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et donc la demande vient du bas et non plus des fabricants ou des fournisseurs. Agnès Kandar, je vous coupe Agnès Kandar. On va lui envoyer un petit message pour être sûr qu'il nous entende. Je vous pose quand même la question en attendant qu'on règle le problème technique au docteur Ouedraogo. Ce que vient de dire Agnès Kandar, je trouve est fondamental dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui et dans ce que le Covid nous révèle de nos usages aussi des outils digitaux. Si on prend un peu de perspective, un peu de recul sur la e-santé, on s'aperçoit que pendant 5 ans, 10 ans, 20 dernières années, les acteurs de santé de bonne foi ont bâti leurs propres applications, bâti leurs propres outils en étant un petit peu quelque part dans leur château fort de la santé. Alors aujourd'hui, on a le patient qui vient taper à la porte en disant « Attendez, moi je voudrais bien en faire partie aussi ». Et on a surtout l'observation que quels sont des outils extrêmement puissants en termes d'atteinte de population, d'intelligence artificielle, de reconnaissance de langue, ce sont les GAFA. C'est Facebook, c'est Google. Et ce que nous dit Agnès Kandar, comment est-ce que l'on mixe quelque part, comment est-ce que l'on fait venir ces acteurs? Est-ce que l'on peut les inviter autour de la table lorsqu'on est acteur de santé? Est-ce que l'on peut se fréquenter? Est-ce que l'on peut développer avec eux, sachant qu'ils ont accès tous les jours à des milliards de personnes sur la planète et qu'ils ont des puissances de calcul qu'aucun acteur public n'a aujourd'hui? Quel est votre sentiment, docteur Ouedraogo? Oui, merci bien. J'ai bien écouté ce qu'Annick a dit. C'est tellement profond et tellement important que ça doit nous pousser à beaucoup réfléchir. Actuellement, nous produisons énormément de données. Et dans cette masse de données que nous produisons, il faut que la donnée soit utile. Et pour qu'elle soit utile, et c'est vrai qu'il y a pas mal de packages qui existent. Et on a besoin de data scientists, on a besoin de data architectes. Et là, véritablement, tout... Oui. Non, allez-y, je vous pose ma question dans la foulée. Et toutes ces compétences, véritablement, dans les pays, notamment en voie de développement, nous ne les avons pas. Justement, vous dites au Burkina, on a construit notre propre data center, on essaie d'être indépendant au maximum de ces grands acteurs pour gagner la confiance de la population, pour qu'elle nous donne ces données de santé, qu'on puisse les analyser. D'un autre côté, aujourd'hui, les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle en développement sont chez les GAFA. Comment est-ce que vous, d'un point de vue du Burkina, voyez la chose? Est-ce que vous allez travailler ensemble, par exemple, à des solutions? Oui, bon, pour l'intelligence artificielle, nous sommes déjà sur la thématique avec le professeur Jess Biller, notamment parce que nous avons produit pas mal de masses d'informations sur l'IEDA, le registre électronique, et avec leurs contributions, nous sommes en train de faire des modèles, notamment d'analyse avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est le premier exemple que nous avons. Mais en dehors de ça, si on prend l'exemple de la COVID, à titre d'exemple, on a mis en place un système notamment de tracing de tous ceux qui fréquentent les formations sanitaires pour savoir est-ce que véritablement ils ont des signes de la COVID. Et dans ces cas, c'est par SMS que ça vient, je peux venir avec ma tablette. Par jour, on peut recevoir des SMS qui viennent pratiquement les 80% des formations sanitaires dont l'application a été installée sur les tablettes du REC, parce que nous avons mutualisé ce qui existe sur le terrain. Et ces données qui remontent, actuellement, nous ne les avons pas encore utilisées. Et c'est une masse importante. Et dans les données que moi j'avais pratiquement près de 25 000 données qui sont remontées en l'espace de 4 mois. Ces 25 000 sont des données individuelles. Et ces données, il faut les utiliser, il faut faire parler les machines. Et pour faire parler les machines, il y a des gens qui sont derrière pour pouvoir véritablement permettre de les interroger avec pas mal de packages. Et au Burkina, nous n'avons pas encore toute cette masse critique d'intellect et surtout côté machine pour les faire rouler, pour les faire parler. Et je pense que la question qui a été posée avec les GAFAM, je pense que ça va être très difficile de nous défaire d'eux, parce qu'en dehors même des données que nous produisons, il y a des données même que nos concitoyens partent notamment dans ces réseaux sociaux qui les utilisent. Et ces données, il faut pouvoir faire une triangulation, pouvoir faire notamment un parallélisme pour savoir est-ce que véritablement c'est concordant ou pas. Comment
Aujourd'hui, en prenant du recul, on arrive vraiment à de nouvelles étapes en termes de télésanté. Et cette question de la collaboration ou non avec les GAFA, avec les grands acteurs qui sont Facebook, les systèmes comme WhatsApp pour parler avec la population, comment est-ce qu'aujourd'hui on l'intègre dans nos systèmes de santé si on a envie de les intégrer parmi les personnels de santé. Alors je suppose que tout ce qui a été dit dans cette table ronde doit susciter pas mal de questions, d'interrogations. Il y en a beaucoup qui arrivent en direct. Avant de les poser, on va se donner juste 3 minutes pour un dernier détour ce matin par un autre pays et un autre projet qui a changé sa manière de faire avec le Covid. On part en Inde, si vous voulez bien rejoindre Mohamed Shahnawaz, qui a été récompensé ici sur ce même plateau à la Fondation Pierre Fabre l'année dernière pour son projet Cushy Baby. Cushy Baby, c'était, je vous le rappelle, un pendentif qu'on mettait aux jeunes enfants, dans lequel on a une petite puce qui enregistre les informations de santé concernant l'enfant et qu'un travailleur de santé peut consulter très facilement. C'est une sorte, on va dire, si on veut le résumer rapidement, de carnet de santé électronique portatif. Mohamed Shahnawaz, vous devez être avec nous en direct de l'Inde. Bonjour, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si ce pendentif ou cet outil que vous avez développé dans Cushy Baby, est-ce que vous avez fait évoluer son usage avec notamment la pandémie de Covid ? Oui, nous avons justement, avec cette crise, finalement, nous avons un peu saisi cette opportunité de moderniser notre outil. Donc, je ne vais pas revenir un petit peu sur tout ce qu'on a développé, mais comme vous le savez, Cushy Baby est là pour suivre les mères, les bébés, suivre leur état de santé. Donc, on essaye justement d'avoir un suivi à partir de la grossesse, après l'accouchement et même après. Donc, cette dernière année, bien sûr, ça a été une année très chargée. Nous avons essayé de mettre en place de nouvelles innovations, des nouveaux partenariats. Qu'est-ce que l'on a fait d'autre? On a essayé un petit peu de mettre à l'échelle ce projet et à travers de nouveaux pays, de nouveaux États. Et nous, en tant qu'experts, nous savons que le dénominateur commun de tous ces projets, c'est l'implication des différents acteurs. Et donc, on a commencé à travailler, à étendre un petit peu ce projet. Et ensuite, on a eu le Covid et on s'est dit, pourquoi pas justement créer cette application qui s'appelle Mission D. Nous utilisons ceci pour faire du dépistage et ensuite faire du tracking, ensuite vers les centres médicaux. Donc ces 3 derniers mois, nous avons suivi près de 12 millions de personnes et je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran, mais en tout cas, nous utilisons ces données pour aider les patients. Et notamment les populations vulnérables. Avec le Covid, vous savez que malheureusement, il y a des patients qui ont peur, qui sont vulnérables, et notamment les populations infantiles. L'idée, c'est d'avoir une intervention précoce et répondre aux questions et essayer également de contenir la pandémie. Merci Mohamed pour ces explications. Puis très heureux de vous retrouver d'Inde aujourd'hui, vous qui n'avez pas pu venir ici assister à cette conférence et qui avez été récompensé ici l'année dernière. On peut l'applaudir et on voit avec vous comment cet outil qui a été récompensé, détecté ici depuis Odess, a été un outil d'adaptation pour répondre à sa manière aussi à la pandémie. Il nous reste quelques minutes avant de clore cette matinée. Je vous propose de poser toutes vos questions autour de la modification des outils numériques. On a toujours Agnès Kandar qui est en ligne avec nous, j'espère qu'il nous entend bien, et puis Derek Mounini, puis le docteur Wedraogo à côté de nous. Il y a un micro qui va circuler tout de suite dans la salle. Alors il y a plein de questions qui arrivent sur Internet, je les découvre en même temps que vous. Voilà une question d'un anonyme. À l'ère de la plateformisation,
quelle est la bonne échelle et quel porteur, public ou privé, pour assurer un partage adéquat? Docteur Ouedraogo, par exemple. Ouais, Est-ce que ça doit être 100% public, un mix public-privé? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Je pense que ça, et la question, elle peut être répondue en fonction du contexte. Parce que privé ou public, si c'est privé, prenons le cas spécifique du Burkina, pour des données privées, si c'est un privé qui doit l'héberger, il faut qu'il soit forcément au Burkina pour des données individuelles. Mais par contre, pour les données agrégées, éventuellement, on peut la mutualiser. Mais il faut dire que dans notre cas spécifique, nous sommes en train de faire un cadrage, notamment au niveau du ministère de la Santé, parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'interventions verticales. Nous sommes en train de mettre en place un data center national pour que toutes les applications verticales, notamment, puissent permettre de construire un data warehouse, un entrepôt unifié des données sanitaires. Donc, privé ou public, ça dépendra véritablement de la législation et du niveau de développement de chaque pays. Alors je suppose que Agnès Kandar et puis Derrick Mounene sont toujours avec nous. Je vais leur demander des réponses rapides, s'il vous plaît, pour les questions. Première question pour Agnès Kandar, s'il est avec nous, et que nous pose Géraldine, qui nous dit dans quelle mesure est-il envisageable d'avoir un acteur à but non lucratif avec un nombre de données aussi important que celui des GAFA? Est-ce que c'est imaginable aujourd'hui? Je pense que c'est le dilemme qui revient encore et encore. Qui possède les données? Comment vous les gérez? Qu'est-ce que l'on a vu par le passé lorsque des ONG ou alors d'autres partenaires viennent sur le devant de la scène avec leurs solutions? Ils ont effectivement leurs données. Et même le gouvernement, ils ne savent pas où se trouvent les données. Est-ce que c'est au sein du pays, à l'extérieur ou pas? Donc c'est vraiment le point d'interrogation et c'est pour cela qu'il est important justement de clarifier qui fait quoi, qui possède quoi. Est-ce que c'est les ONG, est-ce que c'est les gouvernements? Dans de nombreux cas, on a ce que j'appellerais ce concept du gouvernement en tant que plateforme. Ça signifie quoi? Ça veut dire que le gouvernement est là pour justement créer ce que j'appellerais les fondements, s'assurer que toutes les données soient protégées et que la base soit sûre. Et ensuite, le partenariat ou la propriété est au gouvernement. Et ensuite, d'autres services clés peuvent être confiés à d'autres acteurs externes. Et ces acteurs ont l'objectif d'apporter une valeur ajoutée. La tendance actuelle, c'est peut-être de prévenir ou justement d'anticiper la fuite des données à l'extérieur des pays. Donc c'est un peu le dilemme. Il y a donc des cadres réglementaires qui doivent être mis en place, notamment en Europe, où vous avez les GRDP, etc., des règles très strictes pour protéger les données. Et tout ceci, à mon avis, doit venir du gouvernement. Et c'est un cadre gouvernemental. Et l'idée, c'est vraiment de s'assurer que les gens respectent ces règles. Et même s'il y a des innovations, il faut que le gouvernement ait un œil. Et pas forcément empêcher l'innovation, mais permettre l'innovation tout en mettant un cadre juridique bien strict. Merci Agnès Kandar, là aussi, de cette position qui est assez précise et qui nous amène tous à nous interroger sur l'avenir. Une autre question que nous pose un internaute, peut-être pour Derrick Mounene, s'il est toujours avec nous. Comment envisager une collaboration sud-sud dans la santé digitale? Nous sommes fortement dépendants des pays du Nord dans ce domaine. Est-ce qu'une collaboration sud-sud est-elle possible? Oui, c'est une bonne question. Sud-sud. La notion de collaboration est bien sûr est une question qui est importante. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas d'un côté être coercif et en même temps laisser une collaboration et promouvoir les collaborations. Donc il faut trouver ce que j'appellerais un équilibre. On a un proverbe en Afrique qui dit
que si vous voulez avancer vite, vous avancez seul. Si vous voulez avancer très vite, il faut être ensemble. Donc, une collaboration sud-sud peut-être symbolise cette idée, c'est-à-dire qu'en étant plusieurs, on peut avancer. Bien sûr, il faut une bonne coordination, il faut avoir et ceci peut être intéressant. On peut avancer et avoir des réussites ensemble. C'est pour cela que le réseautage, les réseaux sont si importants. Donc, si l'on arrive à fusionner tout ceci, les plateformes, les coordinations, les acteurs qui, bien sûr, travaillent dans le domaine de la e-santé, arrivent à travailler ensemble et finalement, on peut bénéficier du travail de l'autre. Bien sûr, lorsque l'on parle de la e-santé, en général, on parle des fournisseurs. Mais vous savez, il y a d'autres acteurs, peut-être qui ont un second rôle, mais malgré tout, ils ont justement la responsabilité de créer des standards, de proposer des solutions, etc. N'oublions pas le secteur privé. Et ils ont un rôle important, formation, innovation, de nouvelles approches. Et ensuite, on a une troisième couche d'acteurs qui, malgré tout, font partie de l'écosystème de la e-santé. Et ces acteurs peuvent coordonner. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être très efficace, très intéressant. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais j'essaye un petit peu d'appliquer cet exemple pour s'assurer que les différents acteurs travaillent ensemble de façon efficace. Sur les continents africains, on essaye à intégrer et impliquer des alliances africaines, etc. Donc, notamment dans le domaine de la santé, cette coordination est intéressante et importante. Lorsqu'on a parlé du Burkina Faso, on voit une approche cohérente. Et s'il y a une coordination, dans ces cas-là, ça marche bien. Merci Derrick Mounene pour cette réponse précise. Effectivement, l'ère du digital, l'ère de l'individu, des communautés et des communautés qui travaillent ensemble. Très rapidement, une question très rapide, s'il vous plaît, ou une remarque, et on fera une question très rapide parce qu'on approche de la fin de cette matinée. Juste une petite chose, et je ne voudrais pas trop lancer la conversation effectivement trop longue. On a beaucoup parlé depuis ce matin des données quantitatives, c'est-à-dire on fait remonter un certain nombre d'interrogations, on a des données quantitatives et puis on branche intelligence artificielle dessus, d'ailleurs sans trop dire comment on branche l'intelligence artificielle. Mais il y a tout un domaine qui est le domaine des données qualitatives, c'est-à-dire qui permettent de comprendre ce qui se passe. Or, est-ce que les méthodes qui sont utilisées actuellement font suffisamment remonter de données qualitatives? Docteur Ouédraogo, peut-être, rapidement. Ça, c'est une excellente question. Et en effet, chez nous, en tout cas, je pense qu'il y a des données qualitatives qui remontent à travers la voix. Je pense que l'application que nous avons pu faire remonter, que nous avons pu mettre dans le cas de la COVID, c'est essentiellement des données, c'est la voix. Mais les données quantitatives priment sur les données qualitatives. Il faut dire que dans notre habitude, en dehors de notre expérience sur la COVID, il y a très peu de données qualitatives qui remontent à partir des formations sanitaires. Et je pense également que la remarque elle est vraiment fondamentale et c'est à prendre en compte. Parce que même dans les analyses qu'on fait, véritablement, c'est essentiellement sur les données quantitatives. Merci beaucoup Ouédraogo. On approche de la fin de la matinée. Allez, je voudrais faire un dernier petit coucou en Asie, au campus de Vientiane, au campus de l'AUF, qui nous regarde depuis ce matin au Laos et où on va se rendre tout de suite, une dernière fois. Voilà, Vientiane au Laos. Je ne sais pas si on retrouve Antoine ou si on retrouve Eric. Comment est-ce que vous avez vécu cette matinée de débat, de table ronde, riche, dense et quelles remarques en ressortent chez vous? Alors on a un public très attentif. Alors le problème c'est que la connexion n'est pas toujours très bonne. On a eu quand même beaucoup de questions. Les questions ont été traitées par tous les intervenants. Il y en a quand même une qui est ressortie. C'est une inquiétude des étudiants en médecine et qui se demandent si les généralistes ne vont pas un peu disparaître face à des machines auxquelles on va pouvoir introduire des questions. Elles vont poser des questions sur
pour orienter l'arbre décisionnel et le diagnostic. Et donc, ils se demandaient s'ils allaient encore jouer un rôle dans le futur à cause de ces machines. Écoutez, j'ai un médecin à côté de moi, donc je vais lui poser la question tout de suite. Après avoir eu peur de remplacer les ouvriers à la chaîne par des machines, est-ce qu'on va remplacer les médecins par des chatbots demain, Dr Ouedraogo? Non, moi j'ai aucune crainte, c'est pas possible. Ça va être très difficile de remplacer l'humain par la machine. Je pense qu'il y a des habitudes fondamentales en médecine, notamment la machine ne peut pas interroger un malade en va-et-vient, évidemment les questions structurées qui sont posées par les médecins, ça va être difficile vite, mais la machine va venir aider le médecin surtout dans ses activités quotidiennes, mais pas forcément remplacer le corps médical. Ça, je pense que ça pourrait arriver, mais peut-être que ça sera après nous.